Je voudrais, avant de commencer, vous remercier d'être là dans cette ouverture des journées ouvertes pour notre association. Je voudrais présenter l'association, bien sûr, c'est l'association Sidani Khalifa, dont je suis très fier, l'un des fondateurs de cette association, mais je n'ai pas beaucoup participé puisque j'étais trop absent à Tunisie et trop dans mes recherches académiques dans l'économie. Donc je suis venu vous donner un petit cours d'introduction à l'économie islamique. Donc j'espère bien vous présenter notre association qui est maintenant, alhamdoulilah, se fait connaître un peu partout en Tunisie. Quand je vais dans des conférences en Tunisie, je parle de notre association, et bien elle a un nom, alhamdoulilah, merci à Dieu. Je voudrais vous remercier surtout tous les collègues qui ont participé à l'évolution de cette association. L'association, son but est surtout éducatif dans le sens islamique, qui donne des cours dans la Aqida, dans d'autres domaines de l'islam, mais on voudrait faire quelque chose de nouveau et être l'un des premiers à vraiment participer dans cette nouvelle pensée et faire savoir aux gens que l'islam n'est pas seulement que dans le fiqh ou dans la doctrine qu'on connaît, mais aussi elle peut s'ouvrir à d'autres domaines comme aujourd'hui l'économie, j'espère bien dans la médecine aussi, dans d'autres domaines, dans les mathématiques, dans le monde arabe islamique est très connu dans l'enrichissement des sciences. Elle a connu une période très expansive et très très enrichissante dans le monde entier, nos ancêtres étaient les pères fondateurs de ces sciences-là, et nous sommes aujourd'hui, j'espère bien, être dans la continuité de ces sciences-là. Alors, comme ma spécialité est dans l'économie, j'enseigne l'économie quantitative, ce qu'on appelle les maths appliquées à l'économie dans l'université de Tunis, dans la faculté d'économie et gestion de Tunis. Je suis venu aujourd'hui pour vous présenter un cours d'introduction à l'économie, parce que les gens ne font pas souvent le point de différence entre la finance islamique et l'économie islamique. On parle toujours de l'islam, on parle toujours de la finance, seulement de la finance islamique. On sait que juste qu'il n'y a pas d'intérêt, des spéculations sans cause et tout ça est vrai, mais le fondement même de ces pensées financières est l'économie islamique qui est fondée sur des bases bien correctes, que je vais essayer de faire un petit rappel, que j'espère bien. Bon, l'économie, qui a un mot grec, signifie économia, qui signifie entre autres, c'est la gestion de la famille, d'un foyer, c'est la gestion d'un foyer. Avant, il n'y avait pas de précepte connu, parce que l'économie, dans elle-même, elle réagissait à ce qu'on appelle entre l'offre et la demande. Et l'équilibre se faisait tout seul. Et pour définir, je vais faire une arborescence, il n'y a pas de tableau, mais je vais essayer de faire l'arborescence dans le tête alors. Bon, l'économie se divise bien entre deux catégories. C'est l'échange de biens, c'est le bien de consommation très connu, ce qu'on consomme, ce qu'on porte, tout ce qui est les voitures, tout ça, c'est des biens de consommation, et les biens de service. Connus avant sur le nom d'esclavage, parce que les esclaves avant étaient là pour rendre service aux autres. Maintenant, nous sommes esclaves de nos services, qui nous offrent par exemple maintenant les services qu'on offre, les portables. Mais nous sommes en réalité esclaves de nos portables, de la progrès technique, tout ça. Bon, du progrès technique, on en parlera. Donc, je répète, l'économie peut se diviser en deux catégories. On a bien dit, c'est les biens de consommation et les biens de service. Ces biens de consommation ou des services obéissent à une règle très très générale. Ce que j'ai dit avant, c'est l'offre et la demande. Donc, si l'offre elle augmente, donc la demande elle diminue, si l'offre augmente, donc c'est une question inverse. Et parmi les pensées économiques très très connues, ce
ce qu'on appelle ici les classiques, après les néoclassiques, ce qu'on appelle les théories, avec sans doute M. Adam Smith, très connu, vous connaissez, c'est le très pensée économique très connu, là, M. Adam Smith, qui dit laissez faire, laissez aller. C'est une très pensée économique très connue dans le monde entier. Et donc, je me permets de me lever parce que je me sens plus à l'aise, comme ça, je me crois adhérer dans mon cours. Alors, M. Adam Smith, il a dit quoi? Il a dit dans l'économie, il faut bien que l'offre et la demande soient stabilisées par une main visible. C'est-à-dire que moi, je vais travailler au maximum, je vais produire au maximum, aux consommateurs d'acheter au maximum. Donc, produire au maximum et acheter au maximum pour que l'économie fasse ce qu'on appelle un équilibre tout seul entre l'offre et la demande, et ça sera l'équilibre général. Mais il s'avère que cette économie n'est pas très fondée, et il y a des insuffisances très connues après, avec M. Keynes, Jean-Mayer Keynes, qui a dit qu'on ne peut pas laisser l'économie toute seule, mais il faut l'intervention de l'État. D'accord? Pour avoir cet équilibre-là. Donc l'équilibre ne peut pas se réaliser tout seul, mais il faut l'intervention de l'État dans les taxes, dans la consommation, dans l'épargne, pour qu'on puisse avoir un équilibre général bien déterminé, bien défini et stable, surtout cet équilibre stable. Donc, mais il s'avère que cette économie aussi n'est pas très fondée et elle a été beaucoup critiquée parce que la richesse, elle est seulement pour un certain nombre de gens. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui, seulement 1% de la richesse est détenue, toute la richesse du monde entier est détenue par 1% du peuple maintenant. 1%. C'est-à-dire même pas une centaine de gens qui détiennent toute la richesse du monde. Donc c'est une injustice très visible au monde maintenant, parce que pourquoi il y a de la famine, pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi il y a tant de guerres, mais seulement pour l'exploitation de ces richesses-là. Alors ce que ce qu'on a offert les économistes islamiques, c'est d'essayer de préparer ou de réparer cette économie-là pour aller dans le bon sens. Parce que toutes les réparations qui ont été faites dans l'économie d'aujourd'hui, avec Keynes, avec Adam Smith, avec beaucoup d'autres de pensées économiques, comme j'ai cité avec Samuelson aussi, tous s'approchent de l'économie islamique. Tous ces pensées-là, toute cette réparation de l'économie s'approche vraiment des pensées de l'économie islamique. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas parler de la finance islamique. J'espère que ici, dans d'autres leçons, je vais essayer d'expliquer la finance islamique, mais je parle ici de la pensée économique islamique. Donc, la pensée économique islamique se base sur quoi? Surtout, se base sur l'égalité et le partage des biens, et le partage des services, le partage surtout de la richesse. C'est ce qui manque à l'économie maintenant mondiale. Donc, elle est basée sur, on ne peut pas avoir 1% de la population qui détienne toute la richesse du monde. Non, l'économie islamique, elle est bien capitaliste, mais elle encourage des gens à donner aux autres et à partager leurs biens avec les autres. C'est le fondement même de l'économie islamique. Donc, toute l'économie islamique se vient dans la société pour bien partager et bien circuler la richesse entre les peuples. Donc, parmi ces grandes pensées islamiques, je vais citer bien sûr Ibn Khaldun, dont j'ai lu un article très récent qui dit que bien que l'économie a été fondée par les néoclassiques, par Adam Smith et Jean-Mayer Keynes et tous les autres, mais il faut rendre les choses à leur vrai propriétaire. Ce qui a été fait dans cet article, il a dit que la vraie pensée économique
vient surtout du fondateur, du père fondateur de l'économie nouvelle, qui est Ibn Khaldun, dans le Muqaddam. Vous trouvez bien sûr tous les bien fondés parce que l'économie, j'ai dit qu'elle se divise en deux, les biens et les services, elle se divise en deux aussi, ce qu'on appelle la microéconomie et la macroéconomie. Cette division a été faite par Ibn Khaldun, bien sûr. Je vais expliquer ce que c'est la microéconomie. La microéconomie, c'est l'étude du consommateur. C'est l'étude des cas par cas. C'est l'étude de la personne elle-même, ce qu'elle fait dans la société. Donc c'est niveau microéconomique. Donc on va dire que cette personne-là, ce ménage-là, va investir tel, va consommer tel, va épargner tel. Donc cette étude-là s'appelle la microéconomie. Alors que la macroéconomie, c'est de l'ordre général. On va parler de la macroéconomie au niveau de la nation. C'est-à-dire, par exemple, la macroéconomie, c'est au niveau de l'État. Ce que l'État va engendrer comme taxe, ce que l'État va faire circuler comme richesse entre les gens, ce que l'État va faire d'autres projets économiques dans le pays. On va parler là de notions macroéconomiques et microéconomiques. Donc cette division-là, très importante dans l'économie, a été faite par M. Khaldun, et qui dit bien que on ne peut pas avoir une économie équilibrée et stable que si on peut vraiment faire partager cette richesse entre les individus et entre toutes les nations. Donc, je n'ai pas trouvé le mot, comment dire en arabe, c'est l'ihtikar. Comment dire en français? Non, je n'ai pas le mot contraire de l'ihtikar en français. Monopolisation. Oui, la monopolisation, excusez-moi, j'ai trouvé le mot, merci. La monopolisation donc, de cette richesse-là ne peut pas être appliquée dans l'islam. Donc, elle est toute contre l'idée de l'économie islamique. Donc, pour avoir une économie stable et équilibrée, il ne faut pas avoir la monopolisation de ces richesses. Il faut vraiment les partager. Donc, on est loin aussi du système marxiste qui dit que chacun travaille et on peut partager avec tout le monde, et que l'État partage avec tout le monde, c'est-à-dire moi je vais travailler 15 heures, lui il peut travailler 8 heures, lui il peut travailler 2 heures, et on va partager tous ces ressources-là entre nous. Non, l'idée est loin d'être marxiste, ni aussi capitaliste. L'islam, on le dit bien, il est capitaliste, mais encourage les gens à partager ces biens-là et ces fondements-là. Toutes les théories, comme je dis, et toutes les réparations économiques ont été faites dans la même lignée des pensées économiques islamiques, qui se rapprochent beaucoup dans cette idée-là. Je vais citer aussi M. Samuelson, qui dit que pour avoir une économie aussi bien dirigée, il faut avoir quoi? Il ne faut pas avoir de monopolisation, il faut avoir la confiance, il faut avoir le respect et la bonne circulation des informations. Donc je répète, il faut avoir la non-monopolisation, il faut avoir le respect, il faut avoir la confiance, d'accord? Et ces choses-là sont les mêmes idées que apporte l'économie islamique. C'est vraiment là, ces idées-là. Ce que nous manque maintenant, c'est vraiment travailler dans ce sens-là. Donc avoir la confiance entre nous, travailler plus, et bien sûr, engendrer la confiance, et surtout travailler pour donner de la richesse à des nations, à toutes les nations, et partager ces valeurs-là. Donc voilà, c'est toute la introduction de l'économie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. C'est pas vraiment une question ce que je vais te poser, mais c'est sur les mécanismes, comment on peut entrer vraiment des choses concrètes, parce que jusqu'à maintenant c'est vraiment abstrait, c'est très général. Voilà. C'est très général. J'aimerais bien avoir un petit exemple de comment on pratique l'économie islamique vraiment dans la société. Comment on peut le pratiquer, comment on peut le rendre concret. L'économie islamique se fonde surtout sur ce qu'on appelle la finance islamique. Et la finance islamique, c'est un grand projet.
donc qui jusqu'à présent n'a été pas très bien fait. Elle se fait enseigner maintenant en Angleterre depuis 4 ans. Si je comprends bien, la finance islamique, c'est la base de l'économie. Oui, c'est la base de l'économie, bien sûr. Sans investissement, sans argent, on ne peut rien faire. Et donc à partir de là, on prend les notions que tu viens de... Voilà. À partir de là, parce que moi j'ai juste fait des idées, rapprocher l'économie nouvelle avec l'économie islamique. D'accord. J'ai juste fait la translation entre l'économie moderne et l'économie islamique. Après, bien sûr, dans notre rencontre, j'espère bien détailler cette finance islamique, comment on peut l'appliquer dans notre société actuelle. C'est une chose très très difficile à faire maintenant, parce que toutes les banques, comme on connaît, c'est des banques américaines ou françaises ou Angleterre qui dominent le monde et qui ne sont pas prêts à changer leur modèle. Dont ils gagnent beaucoup d'argent contre un modèle islamique qui est un peu douteux pour eux. Mais avec le temps, avec les crises qu'ils ont connues en 2009, avec la crise de la trentaine, avec les crises qu'ils ont fait, et toutes les réparations qu'ils ont fait s'approchent beaucoup du modèle islamique. C'est pour ça qu'ils seront obligés, tôt ou tard, d'aller dans la pensée économique islamique et dans le finance islamique. Ils vont essayer de trouver la solution dans ces idées-là. D'accord. Voilà. Merci. Une question concernant la différence entre le régime économique, en fait, partage des biens, le régime islamique, et le communisme. J'aime bien voir un peu les différences capitales entre ces deux régimes. Quelles sont les différences et en fait les inconvénients, on va dire, du régime communiste. Le régime communiste, qui est fondé par Marx, qui est connu dans le monde, consiste à prendre toutes les richesses de cette nation-là, tous les terres, tout l'argent, et faire diviser ces richesses-là entre le peuple. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est très idéaliste et c'est très loin de la réalité, parce que, comme j'ai dit, en tant que moi-même, j'ai travaillé 15 heures pendant la journée, et M. Tel va travailler seulement 5 heures, il va avoir la même paye que moi. Alors que moi, par exemple, j'ai un bout de terre que j'ai hérité depuis mon arrière-grand-père, que je travaille dessus depuis des longues années, et c'est ma richesse, et c'est ma propre, et vous me forcez à me le prendre et à me dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir ce bout de terre, il faut le partager avec les autres. Alors c'est contre nature de la personne. Moi, tout ce que je veux, c'est que si je travaille 15 heures, je dois avoir le mérite d'avoir le salaire de ces 15 heures. Si j'ai un bout de terre, vous n'avez pas le droit de me le prendre. C'est mon bout de terre à moi, depuis l'héritage de mes parents, je travaille dessus, donc vous n'avez pas le droit de le prendre et dire non, tu dois le partager avec ton voisin. Donc ça, c'est contre la loi humaine et c'est contre la loi islamique aussi. Donc, mais ce qui est bien dans l'islam, c'est qu'il va encourager ces gens-là à travailler plus, et à se donner à fond, mais à être généreux et partager avec les autres, mais avec la conviction de soi-même, de donner soi-même cet argent, ne pas me le prendre par force et le donner aux autres. D'accord? C'est ça la différence entre le marxisme et l'islam. C'est-à-dire garder ses biens et faire fonctionner les autres, c'est ça? Faire fonctionner les autres avec leur... Oui, c'est ça. Oui, clairement. Mais l'islam, il est vraiment capitaliste, mais il nous encourage à partager nos biens avec les autres. Deuxième question, quel est l'obstacle qui empêche, notamment dans les pays islamiques comme notre pays, de suivre le régime islamique pour les banques? Tout ce qui est intérêt, tout ça, pourquoi on ne supprime pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une attitude globale générale. Pourquoi ça a été adopté par des pays qui ne sont pas musulmans, comme je pense l'Allemagne, je pense l'Angleterre, peut-être en France, il y a aussi quelques banques qui commencent à mettre, en fait, je ne sais pas si ils ont commencé à fonctionner comme ça, mais il y a des projets qui sont objectifs
pourquoi, par exemple, en Tunisie, on a cet obstacle. On dit toujours, on garde les mêmes attitudes, les mêmes, comme les banques du monde. Quel est l'obstacle exact? Qu'est-ce qu'on propose comme solution pour avoir ce type de fonctionnement de banque? Je vais être bref dans cette question. La seule solution, c'est l'argent, parce qu'on manque beaucoup d'argent. Si on peut fonder une banque islamique vraiment avec beaucoup d'argent, on peut gagner plus. C'est ce que je vais expliquer dans d'autres leçons, Inch'Allah. Mais les gens, ils sont pas prêts à cette transaction parce qu'ils croient qu'ils vont perdre de l'argent maintenant. C'est ce qui va t'arriver. Ils vont perdre un peu d'argent dans une courte période, mais s'ils ont une pensée à long terme, ils vont gagner encore plus et plus. Mais maintenant, ils ne sont pas prêts à céder le peu d'argent pour gagner plus. Maintenant, on n'a pas une vision. L'économie tunisienne, elle n'a pas une vision à long terme jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans le modèle de financement islamique parce qu'on manque d'argent et on manque de temps. J'espère bien que dans les années qui viennent, ça sera réalisable. Est-ce que c'est lié au changement aussi dans les autres pays, notamment les pays européens? Bien sûr, parce que... Si par exemple en Europe on aura plus de 70-80% qui suivent ce régime, je pense qu'on est obligé de le suivre. Bien sûr, parce que nous, ça serait bien plus facile. L'économie islamique, l'économie tunisienne, on est suiveur. On n'est pas fondateur de l'économie, on suit tous les grands pays industriels. D'accord? Même tous les grands pays, par exemple comme le Japon ou l'Australie, tout ça, elle suit l'économie. Elle ne peut pas être fondateur d'une économie toute seule, parce que l'économie, c'est un cercle vicieux. Dans le monde entier, il est encontré dedans, et on ne peut pas être tout seul, disant non, moi je ne fais pas partie de ce cercle-là, et je vais faire fonder cette idée-là tout seul. Vous avez défini d'abord la microéconomie. Par contre, la macro, vous ne l'avez pas défini. Oui, je dis la macroéconomie, c'est la science économique qui s'occupe au niveau de l'État. D'accord? C'est la micro, c'est au niveau des ménages, c'est-à-dire de l'individu, et la micro, c'est au niveau de l'État. D'accord? Dans sa définition la plus simple. Une deuxième question. On entend parler de l'économie islamique, surtout après la dernière crise mondiale. On a entendu plusieurs spécialistes musulmans qui disent que pour sortir de cette crise, il faut absolument suivre l'économie et l'appliquer, c'est-à-dire l'économie islamique et l'appliquer, et c'est la seule solution. En plus, on a vu qu'il y a quelques pays occidentaux qui ont commencé à appliquer, c'est-à-dire l'économie islamique, comme l'Allemagne et comme la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça va nous donner si on applique cette économie? Bien sûr, comme j'ai dit, l'économie ne peut pas se faire sauf au moyen des finances islamiques. Ça, c'est une question au niveau du finance islamique. Ce que vous parlez, ce qu'on parle maintenant généralement, c'est pas l'économie islamique, c'est la finance islamique, c'est-à-dire le mode de transformer l'argent dans l'économie. C'est pas l'économie en elle-même, c'est pas la pensée économique en elle-même, c'est le mode de transférer l'argent dans cette économie-là. D'accord? Et comment on peut, comme j'ai dit au premier, faire de l'économie, de la consommation des biens et services, tout ça dans un modèle financier bien précis. Donc, je ne suis pas très spécialiste dans le modèle financier islamique. J'espère bien, Inch'Allah, d'ici un an, j'aurai la spécialité. Parce que maintenant, je travaille sur la technologie de l'information et de la communication et l'impact sur l'économie en elle-même. C'est pour ça que je parle de l'économie en général. Mais j'espère d'ici un an, je serai capable de répondre à la question au niveau financièrement parlant. Voilà, merci. Voilà. Je voulais juste vous remercier pour cette initiative et pour vos explications, bien sûr, et pour cette introduction à l'économie. Et c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.